Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Et cette fois-ci, je reconnais Madame la députée de Jeanne-Mance-Vigée. Merci, Monsieur le Président. L'histoire nous enseigne la patience et la rigueur. L'adoption de la Charte des droits de liberté de la personne du Québec illustre parfaitement ce qui devrait être une démarche constitutionnelle sérieuse. En 1967, que le gouvernement de Daniel Johnson père met sur pied la Commission Prévost sur l'administration de la justice, dont le rapport de 1968 préconise déjà l'adoption d'une Charte des droits. Au début des années 1970, tous les partis représentés à l'Assemblée nationale s'entendent sur la nécessité d'un tel texte, un rare consensus politique qui convient de souligner. En 1971, le premier ministre Robert Bourassa mandate Frank Scott et le juriste Paul Crépeau pour en rediriger une embauche. Leur rapport recommande l'affirmation des droits civils, politiques, judiciaires, culturels et sociaux de l'ensemble des personnes sur juridiction québécoise. La société civile s'empare, elle aussi, du débat. En 1973, la Ligue des droits de l'homme publie son propre projet de charte, largement réalisé dans les journaux. C'est finalement le 29 octobre 1974 que le ministre de la Justice, Jérôme Choquette, dépose le projet de loi numéro 50 à l'Assemblée nationale. Après des mois de commissions parlementaires et des débats substantiels, ce projet est adopté à l'unanimité le 27 juin 1975 et acquérit le statut de loi fondamentale primant sur toutes les autres législations. Près de 8 ans se sont coulés entre les premières consultations et l'adoption finale. Vous avez bien compris, Monsieur le Président, 8 ans. 8 ans. Ça, c'est un processus rigoureux et efficace. C'est la marque d'un projet qui appartient véritablement à toute une société et non à un seul gouvernement, au ministre dans ce cas-ci, pressé de laisser son empreinte. Car dans les démocraties, les constitutions ressemblent au peuple qui se les sont données, leurs valeurs, leurs caractéristiques, leurs aspirations. On ne peut pas bâtir en accéléré ce qui est censé traverser les générations. Il est regrettable que la CAQ ait choisi de faire de ce projet de société un enjeu partisan, alors qu'il aurait dû rassembler l'ensemble des Québécois. Le ministre responsable des Relations canadiennes avait une occasion historique de s'inscrire dans le mémoire collectif comme le père d'une véritable constitution québécoise. Il a plutôt livré un texte qui reflète les couleurs de son parti plutôt que celles de toute une nation. Cette situation aurait pu être évitée en s'entourant d'un comité d'experts et en menant une consultation sérieuse. Le ministre aurait pu identifier et corriger les failles importantes de son projet de loi. Il a plutôt opté pour une démarche expéditive, rédigée en vase clos, loin de toute transparence. Rappelons que le ministre s'opposait initialement à la tenue des consultations générales. Imaginez, on voulait faire une constitution qui appartient à tous les Québécois, mais on voulait faire ça en consultation particulière. On ne voulait pas l'ouvrir. C'est sous la pression de l'opposition qui a finalement accepté d'attendre la population pour ensuite accorder que 30 minutes par groupe, Monsieur le Président. Normalement, on a à peu près 45 minutes pour écouter les groupes. On a eu 30 minutes pour que les groupes viennent à Québec pour s'exprimer sur un enjeu fondamental comme la Constitution. Un délai nettement insuffisant pour conférer quiconque légitime à ce projet de loi. Le ministre se défend en évoquant des consultations informelles et le rapport Rousseau-Proulx, censé d'avoir sondé des dizaines d'experts. Or, à la lecture de ce même rapport, on constate que les experts mandatés par le gouvernement recommandaient eux-mêmes une approche transpartisane, fondée sur la diversité d'avis et une participation active de la société civile, soit l'exact opposé de la démarche adoptée par le ministre. Des constitutionnalistes reconnus, comme M. Louis-Philippe Lampron, professeur de la Faculté de droit de l'Université Laval, disait ouvertement que ce projet de loi a été rédigé en catimini, et je cite, M. le Président, en catimini avec des consultations ciblées de manière extrêmement opaque.
Il y a une lettre qui a été publiée dans Le Devoir le 17 février, co-signée par 30 acteurs du communautaire venant de partout à travers le Québec. Le titre de cette lettre ouverte-là, « Les consultations pour le projet de loi 1 », c'est un show de boucan. Ils continuent à dire, ils vont jusqu'à parler de le processus, les préoccupations démocratiques, en écartant un véritable dialogue social qui limitait drastiquement la parole aux citoyens. On parle de l'attitude du ministre en commission parlementaire et ont pris la peine de remarquer cette attitude de rigide, infantilisante et qu'il avait adopté même une posture condescendante envers ceux et celles qui ont pris la peine de venir s'exprimer sur un enjeu aussi fondamental. On ne peut pas dire à ce moment-là que le ministre avait une ouverture, puis qu'il était là pour écouter les préoccupations. Puis je répète, c'est une constitution qui devrait appartenir à tous les Québécois, pas une constitution caquiste. Au-delà de l'accessibilité sociale, il y avait plusieurs lacunes dans ce projet de loi. Non seulement la CAQ n'a pas fait des consultations transpartisanes en amont, ce qui fait du projet de loi une constitution caquiste partisane, mais on a soulevé plusieurs lacunes. Il y avait l'absence de la protection et de la reconnaissance des droits de la communauté anglophone. Il y a plusieurs groupes qui ont exprimé que le projet de loi numéro 1 était présenté sans consultation publique préalable et ni mise en place d'une assemblée constituante. Les principales parties prenantes n'ont pas été appelées à contribuer au processus de rédaction au texte législatif. Les conséquences sont concrètes. L'exclusion des parties prenantes de la communauté d'expression anglaise lors de la rédaction initiale du texte signifie que les réalités économiques et sociales propres à la communauté anglophone ne sont pas adéquatement prises en compte dans le projet de Constitution du Québec. Les résultats, les droits de la communauté d'expression anglaise ne sont ni garantis ni affirmés dans les dispositions contraignantes du projet de loi. Cette omission, comme le souligne le même mémoire, engendre une incertitude quant à la portée et la protection des droits des Québécois d'expression anglaise en tant que minorité linguistique. Amnesty International va dans le même sens. Aucune disposition dans le projet de loi 1 n'accorde des garanties juridiques à ces derniers. En effet, la seule mention figure dans les considérants, lesquels demeurent dépourvus de force contraignante. Et l'organisation rappelle un principe fondamental. Les droits collectifs ne doivent, en aucun cas, constituer un obstacle à la jouissance pleine, entière et non discriminatoire des droits individuels et collectifs des groupes minoritaires de la province du Québec. Il y a l'Association des commissions scolaires anglophones aussi qui, eux, disent que le projet de loi omet toute reconnaissance des droits historiques de la communauté anglophone et porte atteinte à la démocratie québécoise et entraîne des répercussions néfastes pour l'ensemble du système d'éducation avec des effets particulièrement graves pour la communauté d'expression anglaise en situation minoritaire. D'autres lacunes, on parle de la limitation de la capacité de contester les lois devant les tribunaux. Il y a encore Amnesty International et direct. Le projet de loi est un texte anti-droit. Il rétrograde la Charte québécoise des droits de la personne en lui imposant des nouvelles limitations et hiérarchise les droits et affaiblisse en le faisant. Le professeur Louis-Philippe Lampron, expert en droit, ajoute que l'article 5 vient d'affaiblir considérablement un des contre-pouvoirs du système législatif, soit la capacité des groupes minoritaires et marginalisés à évoquer la Charte des droits de liberté pour les défendre contre les abus de gouvernement. L'Institution du Nouveau Monde nous rappelle un principe de base. La légitimité d'un régime démocratique repose sur la transparence des décisions publiques et sur l'équilibre entre les pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Le droit de contester constitue, par le fait même, un pilier essentiel de tout régime démocratique. Les conséquences des dispositions sont graves et ça réduit la transparence du débat démocratique, ça affaiblit les contre-pouvoirs
institutionnelles essentielles à l'équilibre démocratique et compromettent la protection des droits fondamentaux, en particulier ceux des groupes vulnérables et marginalisés. Le Barreau du Québec dit que le projet de loi, la constitutionnelle de 2025, introduit les mécanismes qui menacent la séparation des pouvoirs. On mesure les contre-pouvoirs, ça crée une instabilité juridique et affaiblisse les droits fondamentaux. Ces changements risquent d'éroder des fondements de notre État de droit et de compromettre la confiance du public envers nos institutions. Écoutez, Monsieur le Président, je vais continuer sur les différentes lacunes qui ont été manifestées dans ce projet de loi-là avant d'aller dans l'absence de la considération des droits des Premières Nations inuites. Juste avec ce que je viens de vous donner comme exemple, avec les groupes qui se sont manifestés puis qui disent « ça n'a aucun bon sens ». On avait une belle opportunité ici, Monsieur le Président. Je comprends que le ministre de la Justice veut laisser sa legs, puis il voulait que la Constitution soit son legs. Puis il aurait pu le faire différemment. Il aurait pu aller dans un travail rigoureux, respectueux, puis vraiment avoir l'addition de l'ensemble des Québécois, de partout. Il a décidé de faire ça tout seul à vase clos. Et je ne comprends pas comment mes collègues de l'autre côté de la Chambre peuvent trouver que c'était la bonne façon de faire les choses. Comment, comme législateur, on peut dire, au moment où on va museler des gens qui veulent venir s'exprimer dans la Maison du peuple, puis de leur dire, bien, écoutez, vous pouvez, mais venez. De toute façon, là, peu importe ce que vous allez dire, moi, ma Constitution est déjà écrite. Alors, bon, faites votre show, dites qu'est-ce que vous avez à dire, mais à la fin de la journée, moi, je vais faire qu'est-ce que je veux, à vase clos, à porte clos, dans mon bureau. Ça, c'est pas la façon d'avoir l'acceptabilité sociale, puis c'est pas la façon qu'une population pourrait adhérer à une constitution qui, dans le fond, devrait leur appartenir. Je disais tout à l'heure qu'il y a l'absence totale de la considération des droits des Premières Nations et Inuits. La seule mention dans le projet de loi des Premiers peuples se trouve à 3 places dans le préambule de la Constitution. Il n'y a donc aucune reconnaissance dans le texte de la Constitution des droits des Premiers peuples. Malheureusement, les différents représentants des Premières Nations nous ont tous mentionné qu'il était déplorable que non seulement ils n'ont pas été consultés, mais en plus, c'est un recul dans les relations avec le gouvernement. Il faut inclure la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones dans la Constitution, surtout que l'Assemblée nationale a adopté dans le passé une motion unanime pour les reconnaître. Unanime, ça veut dire que la CAQ a voté pour. L'Institution de la recherche sur le Québec le dit avec éloquence. La nation québécoise doit renouer avec ses alliances, trop souvent oubliées, et les inscrire explicitement dans sa Constitution. Écoutez, Monsieur le Président, si ça, c'est pas assez clair pour vous, là, je ne sais pas comment le dire pour que ça soit plus clair. Et malgré ça, le ministre continue à s'entêter. Monsieur le Président, une constitution qui ignore les peuples fondateurs de son territoire n'est pas une constitution pour tous les Québécois. Toutes les modifications de ce projet de loi doivent être faites en partenariat avec les Premières Nations. Écoutez, je pense qu'en tant que femme et législateur ici à l'Assemblée nationale, on ne peut pas passer sous silence le retrait sur l'article 29, l'accès à l'avortement. Monsieur le Président, on a perdu un temps fou. Fou. On a semé l'inquiétude partout. Pour à la fin retirer l'article. Il me semble, Monsieur le Président, que, on s'est questionné pour qu'est-ce que cet article-là faisait là, d'entrée de jeu, de un. Puis de deux, comment ça se fait que ça a pris autant de temps pour que le ministre réalise qu'il n'était pas sa bonne voie. Puis qu'il fallait, la seule chose qui s'imposait, Monsieur le Président,
c'est de faire ce que le ministre a fait, c'est de retirer l'article. Alors, je pourrais peut-être dire au ministre aujourd'hui, bon, ben, on est content qu'il le retiré, tant qu'à nous. On aurait pu le faire d'entrée de jeu et pas susciter cette inquiétude et cette relie dans la société. Je tiens à être clair, Monsieur le Président, le Parti libéral du Québec a toujours été favorable au principe d'une constitution québécoise. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas une position opportuniste, c'est une conviction profonde portée depuis des décennies. Le rapport Gélin-Lajoie en 1967, le rapport Pelletier en 2001, la commission jeunesse, notre commission jeunesse au Parti libéral du Québec en 2019, le rapport Pratt-Cadet en 2023, à chaque génération, le Parti libéral du Québec a porté cette idée. Alors, quand nous critiquons le projet de loi, ce n'est pas parce que nous sommes contre une constitution québécoise, puis je veux que ça soit bien clair, c'est parce que nous croyons qu'elle mérite mieux que ça. Le Québec mérite mieux que ça. Monsieur le Président, je vais conclure en vous disant ceci. Le Parti libéral du Québec croit profondément à une constitution québécoise. On le dit, on l'a porté, et je le répète encore ce soir. Une constitution, ça ne s'inscrit pas dans le bureau d'un seul ministre. Ça ne se fait pas sur un coin d'une table. Notre constitution devrait être inclusive. Tout le monde devrait pouvoir s'y trouver. C'est la loi de toutes les lois. C'est le reflet de qui on est. Et ça, excusez-moi, Monsieur le Président, de ceux qu'on valorise et de ceux qu'on veut protéger. Et ça ne peut pas appartenir à un seul parti, à une seule formation politique. Ça appartient à tous les Québécois. Monsieur le Président, le Québec que nous voulons, c'est un Québec inclusif, moderne, confiant et ouvert sur le monde. Pas un Québec qui se replie sur lui-même. Pas un Québec qui affaiblit ses contre-pouvoirs. Pas un Québec qui réduit la capacité de ses citoyens les plus vulnérables et se défendre devant les tribunaux. Le Québec mérite une vraie constitution. Une constitution transpartisane, légitime, rédigée avec la population, pour la population. Pas une constitution caquiste. Il n'y a personne qui a demandé pour ça. Le gouvernement doit faire la seule chose qui s'impose, et c'est de retirer le projet de loi de la constitution qu'on a devant nous. Alors, vous comprenez, Monsieur le Président, pour tous ces argumentaires que je viens de vous faire, pour toutes ces préoccupations que la société québécoise a mis de l'avant, qui ont pris la peine, malgré que le ministre ne voulait pas les entendre nécessairement. Parce que pour lui, son idée était déjà pipée dans l'avance, sa constitution était déjà écrite dans son bureau. Mais pour tous ces gens-là, vous comprenez que nous, on ne peut pas voter en faveur de cette constitution. Parce que à la face même, une constitution devrait être inclusive, devrait jamais exclure qui que ce soit. Personne ne devrait se sentir qu'ils ne font pas partie prenante de ce projet de société-là. Au contraire, ils devraient tous se retrouver dans cette constitution-là. Ils devraient tous être capables de dire, bien, il y a de quoi pour moi là-dedans. C'est une constitution pour le peuple, faite avec le peuple. Alors, Monsieur le Président, on est habitué avec ce gouvernement-là de faire les choses à la va-vite. On le voit même dans tous les projets de loi qui sont soumis en commission parlementaire. J'en ai fait un où il y a eu 122 amendements. 122 amendements, Monsieur le Président. On est en train de réécrire le projet de loi, de loi en plein vol. Et c'est malheureusement la façon que notre gouvernement procède. Pas juste dans les projets de loi, mais encore pire. On parle de
une constitution qui devrait passer des générations futures. Et on a fait ça à la va-vite, comme ça. Et on a choisi de le faire de cette façon-là. Merci, M. le Président. Merci. Merci, Madame la députée de Jeanne-Mance Vigée.